Il est 9h ici à Paris. Et il est 4h à Pointe-à-Pitre. Bonjour Damien. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Et bienvenue à vous. Vous êtes dans Paris Direct. Nous sommes ensemble encore pendant 1 heure. Voici les titres de ce lundi. Les ministres de la Santé du G7 se réunissent en urgence aujourd'hui à Londres. Réunion autour du dernier variant du Covid-19. Omicron se propage vite et plusieurs pays, dont des pays européens, ferment leurs frontières par précaution. Il faudra plusieurs semaines pour comprendre son niveau de dangerosité et de virulence, dit l'OMS, qui se dit préoccupé. Le ministre français des Outre-mer est aux Antilles. Sébastien Lecornu a débuté sa visite en Guadeloupe avant la Martinique après 2 semaines de tensions sociales. Le mouvement né de l'obligation vaccinale pour les soignants s'est étendu à des revendications bien plus politiques. Le ministre dit proposer une main tendue aux syndicats, mais une main qui restera ferme. Puis 6 ans après le plan signé à Vienne, peut-il y avoir un accord sur le programme nucléaire iranien? La capitale autrichienne accueille à nouveau des représentants de Téhéran et des Occidentaux pour de nouvelles négociations. Si l'Iran revient bien autour de la table, ses exigences sont plus grandes depuis l'élection en juin de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi. Voilà pour les titres à suivre après votre journal, Damien. À la revue de presse, on reviendra sur le variant Omicron qui fait peur. Alors, on va peut-être d'abord parler de ce dont on parlera dans l'Info Éco avec Christophe Dansette. On parlera du sommet Chine-Afrique qui s'est ouvert hier à Dakar au Sénégal. Et puis dans la revue de presse, donc avec Hélène Frade, on reparlera du variant Omicron. Vous l'évoquiez à l'instant, Damien, qui fait peur. Et l'humanité qui revient, elle, ce matin sur les disparités vaccinales face au Covid-19. Les pays riches n'ont pas joué le jeu de la solidarité, dit le quotidien français, et finissent donc par en payer le prix. C'est ce que nous dira Hélène Frade dans une vingtaine de minutes. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. Deux ans après les premières alertes au Covid-19 à Wuhan en Chine, un nouveau variant inquiète donc les scientifiques. Plusieurs milliers de mutations ont été détectées depuis 2019, mais ce variant Omicron est jugé préoccupant par l'OMS. Les ministres de la Santé du G7 se réunissent en urgence à Londres pour faire le point. Certains ferment leurs frontières. Ce variant mute davantage, mais il est encore difficile de savoir pour l'instant s'il est plus dangereux que les autres ou plus résistant au vaccin. En tout cas, comme au début de cette pandémie, scientifiques et politiques font part de leurs interrogations. Florent Audeau. Malgré les recommandations de l'OMS, le pays est désormais coupé du reste du monde. L'Afrique du Sud se dit punie pour avoir détecté en premier le nouveau variant Omicron qui fait frémir la planète. Sur place, le président Ramaphosa crie à l'injustice. Selon lui, fermer les frontières est inutile. L'urgence, c'est la vaccination. L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur des données scientifiques et ne sera pas efficace pour empêcher la propagation de ce variant. L'émergence du variant Omicron devrait être un signal d'alarme pour le monde entier. L'inégalité face au vaccin ne peut plus durer. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, tout le monde continuera d'être à risque. Et les faits lui donnent raison. En quelques jours seulement, Omicron a déjà été détecté dans au moins une dizaine de pays. Quasiment tous les continents sont touchés. Sa propagation mondiale semble donc inéluctable. Alors, que sait-on aujourd'hui de ce nouveau variant? Selon l'OMS, il présente de multiples mutations et un risque accru de réinfection par rapport au variant Delta. Mais alors, est-il plus dangereux? Il est encore trop tôt pour le dire. Faudra-t-il adapter les vaccins? À ce stade, rien n'est exclu. L'avantage, c'est que la synthèse d'ARN messager qui est à la base de ces vaccins est relativement facile à mettre en œuvre. Donc voilà, mais là, les entreprises ont estimé qu'il est de l'ordre de 6 semaines. Donc pendant ce temps-là, il va falloir continuer à adopter peut-être des restrictions de déplacement et en tout cas un maintien très strict des gestes barrières. Les laboratoires Pfizer et Moderna ont d'ores et déjà annoncé travailler sur un vaccin modifié, une dose de rappel spécifique au variant Omicron. Aucune réponse n'est attendue avant plusieurs semaines. Fermeté et dialogue, c'est le message du ministre des Outre-mer à son arrivée aux Antilles. Sébastien Lecornu est en Guadeloupe depuis quelques heures. Après 2 semaines de tension sur place, née de l'obligation du pass sanitaire et de la vaccination du personnel de santé, le ministre se rendra ensuite en Martinique. Il se félicite déjà
de la levée des barrages, de l'intervention des forces de l'ordre et doit rencontrer des syndicats ce lundi. Marc Pope. Dans les rues de Pointe-à-Pitre, les manifestants sont toujours mobilisés. À la colère contre l'obligation vaccinale se sont ajoutées d'autres revendications. Chômage, vie chère, autonomie sont autant de sujets que les syndicalistes veulent mettre au menu des discussions avec le ministre des Outre-mer. Nous constatons, nous le peuple et même les élus, que nous n'avons pas la main en Guadeloupe en termes de décision. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une pédagogie pour le peuple guadeloupéen, le peuple lambda, le Guadeloupéen lambda, pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie. Sébastien Lecornu, lui, est arrivé dimanche sur place dans ce contexte tendu. Si les 2 dernières nuits ont été plus calmes que les précédentes, la colère est toujours présente. Même si le ministre s'est dit prêt à parler d'autonomie devant une délégation syndicale, il a répété que l'obligation vaccinale repoussée au 31 décembre ne serait pas levée. Il critique par ailleurs la demande des syndicats de libérer des personnes condamnées ces derniers jours pour violence. La main est tendue, néanmoins ça reste une main de fermeté. J'accepterai de dialoguer avec ces personnes demain, je le dis, mais je leur dirai aussi droit dans les yeux qu'ils doivent condamner les violences d'où qu'elles viennent. Sébastien Lecornu prendra ensuite la direction mardi de la Martinique, où les blocages sont toujours très nombreux. Les habitants disent l'attendre de pied ferme. L'arrivée de M. Lecornu doit correspondre à aussi l'affirmation d'une volonté d'apporter des réponses concrètes aux problèmes que nous posons. Les visites de courtoisie, les visites à la va-vite dans nos pays ne servent à rien. Sur l'île, l'État et les élus locaux ont d'ores et déjà signé un accord de méthode pour sortir de la crise. Le texte fixe la date, le lieu et la composition de cet atelier thématique comme la santé, la vie chère ou encore la jeunesse, afin d'apporter des solutions concrètes aux problèmes des Martiniquais. Pour lutter contre les passeurs dans la Manche, les Européens déploieront un nouvel avion d'observation mercredi. C'est la principale annonce de la réunion convoquée hier par Gérald Darmanin après la mort de 27 migrants la semaine dernière. Le ministre français de l'Intérieur réunissait donc ses homologues allemands, néerlandais et belges. S'il a réaffirmé la volonté de Paris de travailler avec ses amis britanniques, ces derniers n'étaient pas conviés pour cette réunion uniquement donc européenne. La Grande-Bretagne est pourtant le pays de destination de ces migrants. Je propose d'écouter Gérald Darmanin. Si les migrants viennent ici à Calais, à Dunkerque, dans le nord de la France, et risquent leur vie pour traverser la Manche, c'est parce qu'ils sont attirés par l'Angleterre, notamment par le marché du travail qui fait que sans pièce d'identité, par exemple, vous pouvez travailler en Angleterre, mais aussi parce qu'il n'y a plus de voie légale pour demander l'asile, par exemple, en Angleterre. Vous savez, la France, depuis le 1er janvier, c'est à peu près 150 000 demandes d'asile. En Angleterre, c'est 30 000. Et la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe politique, mais elle n'est pas sortie du monde. Et elle doit pouvoir permettre l'accès, évidemment, à des migrants qui veulent demander l'asile. Elle pourra évidemment le refuser si elle le souhaite. Et nous devons travailler sérieusement sur ces questions. Et on reparle ce matin du nucléaire iranien. Oui, souvenez-vous, il y a 6 ans, occidentaux iraniens se félicitaient d'un accord sur le programme nucléaire de Téhéran. Mais depuis, les choses ont changé. En Iran, notamment, les modérés ont laissé place au président ultra-conservateur Ebrahim Raïssi. Aux États-Unis, Donald Trump a retiré son pays de l'accord, puis l'administration Biden a tenté d'y revenir. Les pourparlers sur le nucléaire iranien qui reprennent ce lundi à Vienne s'annoncent compliqués. Bilal Tarabel. Derrière la façade du palais Cobourg de Vienne, le pessimisme. 5 mois après leur dernière rencontre pour relancer l'accord sur le nucléaire, le fossé s'est encore creusé entre les Iraniens et les Occidentaux. Les États-Unis, toujours présents en tant que négociateurs mais indirects, accusent l'Iran de faire traîner les pourparlers pour avancer entre-temps sur son programme nucléaire. Vous savez, l'Iran poursuit toujours ses efforts pour développer son programme nucléaire. Et je pense que sa stratégie est assez claire et malvenue. Le pays cherche à avoir plus de leviers dans les négociations et obtenir des concessions qu'il n'avait pas dans l'accord de Vienne. En 2018, Donald Trump retire les États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire et rétablit les sanctions contre l'Iran. Joe Biden, lui, veut réintégrer le pays dans les accords à condition que l'Iran renoue avec ses engagements. Car entre-temps, en réponse au retour des sanctions, l'Iran a enrichi son uranium au-delà des limites imposées par l'accord et l'élection en juin de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi à la tête du pays accentue cette ligne dure. Les exigences de la nouvelle équipe de négociation iranienne sont jugées irréalistes par les diplomates occidentaux.
Téhéran réclame la levée globale de toutes les sanctions américaines et européennes imposées à l'Iran depuis 2017, y compris celles qui ne sont pas liées au programme nucléaire, comme son implication dans les conflits régionaux ou son programme balistique, avant d'envisager un quelconque retour aux paramètres de l'accord. En cas d'échec de ces pourparlers, l'hypothèse de la signature d'un accord temporaire est évoquée, c'est-à-dire le gel des activités les plus sensibles de l'Iran contre une levée limitée des sanctions. L'objectif serait de gagner du temps, car Téhéran est aujourd'hui beaucoup plus proche qu'avant de pouvoir fabriquer une bombe nucléaire. En bref, une nouvelle attaque contre un camp de déplacés dans le nord-est de la République démocratique du Congo. 22 civils ont été tués en Ituri, peut-être par des miliciens du Codeco, un groupe militaire qui prétend défendre les intérêts des Lendu, une des communautés de cette province. Toujours sur le continent, dans la région, des soldats ougandais, bientôt sur ce sol congolais. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, autorise l'armée ougandaise à traverser la frontière pour combattre les rebelles du groupe ADF, les forces démocratiques alliées, actifs notamment dans le Nord Kivu. Plusieurs massacres y ont été commis ces derniers mois. Le point avec notre correspondant Clément Bonnereau. Selon plusieurs sources, la décision de Félix Tshisekedi de laisser rentrer les troupes ougandaises sur le sol congolais a été prise vendredi. Cette intervention prendrait la forme d'opérations militaires conjointes entre les deux pays, avec pour but l'élimination d'un ennemi commun, les ADF, les forces démocratiques alliées. Il s'agit d'un groupe armé originaire de l'Ouganda, mais qui est présent en RDC depuis les années 1990. Ce groupe est accusé d'avoir tué des milliers de civils dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ces dernières années. Et il est également soupçonné d'être derrière plusieurs attaques commises sur le sol ougandais, notamment le double attentat qui a frappé la capitale Kampala le 16 novembre. En réalité, cela fait longtemps que l'Ouganda cherche à obtenir ce feu vert de la RDC. En septembre, lors d'une interview accordée à France 24, le président Museveni s'était déjà dit prêt à intervenir sur le sol congolais. Mais cette possibilité crée déjà des remous. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, a parlé d'un accord, je cite, inacceptable. Il faut rappeler en effet que de nombreux Congolais restent traumatisés par la présence de troupes étrangères sur leur sol. L'Ouganda a d'ailleurs été condamné en 2005 par la Cour internationale de justice pour avoir commis des pillages et de nombreuses violations de droits humains lors de la Deuxième Guerre du Congo. En bref, Ghislaine Maxwell va-t-elle parler, décrire le système mis en place par Jeffrey Epstein aux États-Unis? Cette femme encourt la réclusion à perpétuité, soupçonnée d'avoir cherché jeune fille mineure pour ce milliardaire accusé de crimes sexuels qui s'est depuis suicidé en prison. La franco-américano-britannique se dit innocente et plaide non coupable. Dior comme Nike salue la mémoire de Virgil Abloh. Oui, et ces deux hommages symbolisent à eux seuls le grand écart qu'a su faire ce créateur, ou plutôt les ponts que ce styliste a su créer entre streetwear et prêt-à-porter. Cet Afro-Américain, fils d'immigrés ghanéens, devenu directeur artistique des collections hommes de la maison Louis Vuitton, est décédé ce dimanche à 41 ans des suites d'un cancer. Il est bientôt 9h14 ici à Paris, 8h14 en temps universel. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, Damien, vous nous en rappelez les principaux titres. Oui, on reparlera de la cascade Hélène Frade en antenne tout à l'heure. Les ministres de la Santé du G7 se réunissent en urgence à Londres autour du dernier variant du Covid-19. Omicron se propage vite. Plusieurs pays, dont des pays européens, ferment leurs frontières par précaution. Il faudra plusieurs semaines pour comprendre le niveau de dangerosité, de virulence de ce nouveau variant, selon l'OMS, qui se dit préoccupé. Le ministre français des Outre-mer est aux Antilles. Sébastien Lecornu a débuté sa visite en Guadeloupe après 2 semaines de tensions sociales. Le mouvement né de l'obligation vaccinale pour les soignants s'est étendu à des revendications politiques. Le ministre dit proposer une main tendue aux syndicats, mais une main qui restera ferme. Et puis 6 ans après le plan signé à Vienne, peut-il y avoir un accord sur le programme nucléaire iranien? La capitale autrichienne accueille à nouveau des représentants de Téhéran et des Occidentaux pour de nouvelles négociations. Si l'Iran revient bien autour de la table, ses exigences sont plus grandes depuis l'élection en juin de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi.